Alors aujourd'hui, on va parler des causes fonctionnelles des fausses couches, des causes à rechercher face à une femme qui le désire. Alors, quand est-ce qu'il est légitime de rechercher ces causes fonctionnelles de fausses couches? Eh ben, dès qu'elle le souhaite. Est-ce qu'il est nécessaire d'attendre 2, 3, 4 fausses couches comme on l'exige souvent en médecine? Je ne pense pas, à part si la femme n'est pas demandeuse de rechercher ces causes. Mais effectivement, il est tout à fait légitime de s'interroger sur les risques de faire des fausses couches, même avant d'entamer une grossesse, puisqu'en plus, en général, très souvent, les risques de fausses couches sont également des risques d'hypofertilité. Donc, c'est des femmes qui auront souvent plus de difficultés à tomber enceinte, qui feront du coup plus de fausses couches. Donc, effectivement, dès qu'il y a une fausse couche, la femme est dans une telle souffrance qu'elle est souvent demandeuse de rechercher les causes fonctionnelles pouvant augmenter ses risques de faire une fausse couche. Alors là, dans cette vidéo, je ne parlerai absolument pas de tout ce qui est cause médicale. Et donc, bah voilà, dès que la femme le souhaite, dès qu'elle est prête à s'engager dans une démarche fonctionnelle, je pense qu'il est tout à fait légitime de lui proposer ses recherches. Alors, donc, quelles sont les causes fonctionnelles? Donc, juste pour préciser, je ne vais pas évoquer, je ne vais pas être ultra exhaustif dans cette vidéo dont les formats ne le permettent absolument pas. Donc, je vais évoquer très brièvement ces 4 causes, mais je ferai peut-être quand même plusieurs vidéos. Peut-être que je ferai une vidéo par cause. Donc, les causes dont je souhaite vous parler dans ces vidéos, c'est premièrement l'hypothyroïdie, deuxièmement le déficit de progestérone, troisièmement le stress oxydatif, et dans la 4e vidéo, on fera donc les défauts de méthylation. Donc dans cette vidéo, on va parler de l'hypothyroïdie. Effectivement, l'hypothyroïdie est non seulement un facteur de risque de fausse couche, mais c'est également un facteur de risque d'hypofertilité. Puisqu'en effet, le fonctionnement thyroïdien est vraiment indispensable au fonctionnement endocrinien dans sa globalité, y compris au fonctionnement de l'axe gonadotrope, donc indispensable pour mettre en place des cycles ovulatoires fertiles. Ces hormones thyroïdiennes sont également indispensables à la synthèse de toutes les hormones stéroïdes. Donc, quand est-ce qu'il faut s'interroger sur une potentielle hypothyroïdie? Eh bien déjà, quand il y a des fausses couches, les fausses couches étant un signe un signe probable d'hypothyroïdie, il est légitime de s'interroger de façon quasi systématique, j'ai envie de dire, dès qu'il y a de l'hypofertilité ou des risques de fausses couches. Bien que généralement on aura d'autres signes cliniques associés, tels que par exemple une femme qui aura tendance à prendre du poids, mais attention, tous les hypothyroïdiens ne sont pas en surpoids. Ces femmes auront également tendance à être plus frileuses, plus fatiguées, à perdre leurs cheveux, à être parfois constipées, à fonctionner un petit peu au ralenti, le matin à se lever avec les yeux, les doigts un peu gonflés, à avoir des troubles du cycle. Enfin bref, on a plusieurs signes cliniques, un éventail de signes cliniques qui peuvent nous orienter vers l'exploration d'une hypothyroïdie. Donc comment explorer d'un point de vue biologique cette hypothyroïdie une fois qu'on a une clinique plutôt évocatrice effectivement de l'existence d'une hypothyroïdie? Eh bien, classiquement, ce qui est proposé, c'est ce que recommande l'HAS, la Haute Autorité de Santé, c'est le dosage de la TSH. Mais je vous dis tout de suite, la TSH, c'est quand même un marqueur relativement non fiable de l'hypothyroïdie. Alors la TSH, c'est l'hormone sécrétée par l'hypophyse, donc par le cerveau, dont le but est de venir stimuler la thyroïde pour qu'elle fabrique plus d'hormones thyroïdiennes. Donc normalement, quand il y a une baisse d'hormones thyroïdiennes, le cerveau va stimuler plus fortement la thyroïde pour essayer de compenser cette baisse. Pour ce faire, l'hypophyse va sécréter plus de TSH. Et donc, classiquement, effectivement, quand il y a une baisse d'hormones thyroïdiennes, il y aura une augmentation de la TSH. Donc, une augmentation de la TSH peut indiquer une hypothyroïdie. Mais attention, on trouve parfois des TSH élevés sans forcément d'hypothyroïdie, mais surtout, on trouve souvent le contraire, des TSH tout à fait normales et une hypothyroïdie quand même présente. Donc attention, une TSH normale ne veut pas dire il n'y a pas d'hypothyroïdie. J'insiste beaucoup là-dessus parce que j'ai très très souvent dans ma patientèle des femmes qui viennent me voir pour de l'hypofertilité, pour des fausses couches, et puis je repère plusieurs signes cliniques d'hypothyroïdie. Et quand j'évoque ce sujet, elles me répondent souvent ah non, non, c'est bon, la thyroïde, on a déjà vérifié plusieurs fois, c'est bon, il n'y a pas de souci. Et donc je demande à voir leurs analyses, et effectivement, 90%, enfin au moins 80% des cas, n'est recherché que la TSH, et effectivement l'HAS demande de rechercher que la TSH, et si la TSH n'est pas normale, elle demande de rechercher la T4. En effet, la T4, c'est une des hormones de la thyroïde, c'est celle que la thyroïde fabrique en plus grande quantité.
Donc la thyroïde fabrique de la T4 en grande quantité et un tout petit peu de T3, mais en petite quantité. Mais sachez que c'est pas la T4 qui est l'hormone active, c'est la T3. Et donc la T3 est fabriquée en toute petite quantité par la thyroïde, mais doit être fabriquée en plus grande quantité en périphérie à partir de la T4. Donc nous avons en effet des enzymes qui nous permettent de transformer la T4 hormone non active en T3 hormone active. Donc une T4 normale, une TSH normale ne permettent pas de nous dire que la T3 est normale. Et d'ailleurs c'est assez classique, vu que la T4 non active régule la TSH, c'est-à-dire quand il y a suffisamment de T4, ma TSH va se normaliser, eh bien je peux ne pas réussir à convertir ma T4 en T3 et avoir une TSH normale puisque celle-ci sera régulée par la T4 également. Mais je m'en fiche d'avoir suffisamment de T4. Si je n'arrive pas à la convertir en T3, j'aurai quand même tous mes signes d'hypothyroïdie et je ferai quand même des fausses couches si j'arrive à tomber enceinte. Donc il est effectivement indispensable d'évaluer à minima pour évaluer la fonction thyroïdienne au niveau de la biologie, TSH, T4 et T3. Bien que je pourrais aller beaucoup plus loin et vous dire que si une T3 est normale, ça ne me permet pas non plus d'exclure une hypothyroïdie. En effet, si j'ai une T3 normale et quand même des signes d'hypothyroïdie, il faut s'interroger au-delà. Pourquoi est-ce que cette hormone T3 ne semble pas faire son job? Et il y a plusieurs raisons à cela, notamment parce que son récepteur peut ne pas fonctionner correctement. Par exemple, une des causes de mauvaise fonction du récepteur, c'est la carence en vitamine A, puisqu'en effet, ce récepteur a besoin de vitamine A pour fonctionner. Mais il y a d'autres causes comme le déficit de cortisol, la présence de cytokines inflammatoires, donc un terrain inflammatoire, la présence de ce qu'on appelle des LPS, des lipopolysaccharides, qui proviennent d'un microbiote intestinal déséquilibré, associé à une porosité intestinale. Donc vous voyez, en fait, finalement, quand on s'intéresse à l'endocrinologie, aux hormones, on s'intéresse à l'équilibre immuno-inflammatoire, à l'équilibre microbiotal, à l'équilibre en micronutriments. Donc c'est vraiment à investiguer d'un point de vue très très global et à bien connaître. Donc encore une fois, la TSH ne permet en aucun cas d'exclure une hypothyroïdie. Il faut à minima TSH, T3, T4 normal, un bon microbiote, un bon équilibre immuno-inflammatoire, une bonne vitamine A. Et il faut aussi pas trop de stress, pas trop de cortisol, donc ni trop ni trop peu. Si j'ai trop de cortisol ou trop peu de cortisol, mes hormones thyroïdiennes ne seront pas bien synthétisées ou ne fonctionneront pas bien. En effet, si j'ai trop de stress, trop de cortisol, eh bien je vais convertir ma T4 non plus en T3, mais dans une autre hormone qu'on appelle la T3 reverse, qui est une hormone qui va empêcher l'action de la T3. D'ailleurs, cette hormone T3 reverse peut également être dosée, elle n'est pas remboursable et son prix varie énormément d'un laboratoire à l'autre. Pareil, si je suis trop exposée à des métaux lourds, tout particulièrement le mercure, le cadmium, le plomb, eh bien j'aurais tendance à faire excessivement de la T3 reverse au lieu de faire la T3. Et entre parenthèses, quand on prend un lévothyrox, il s'agit de la T4. Donc c'est pas tout de prendre un lévothyrox quand on a une hypothyroïdie. Il faut s'assurer qu'on arrive à transformer, à convertir ce lévothyrox T4 en T3 hormone active. Donc pareil, si j'ai trop de métaux lourds, trop de stress, je n'y parviendrai pas. Qu'est-ce qu'il me faut encore pour cette conversion, pour transformer ma T4 en T3? Eh bien, il faut une enzyme fonctionnelle qui s'appelle une 5'-désiodase, qui est souvent soumise à des polymorphismes génétiques, c'est-à-dire à des mutations sur le gène qui code pour cette enzyme, qui fait que j'aurai une plus faible capacité à transformer ma T4 en T3 pour des raisons génétiques. Alors oui, c'est une faiblesse, mais non, ce n'est pas une fatalité, parce qu'on peut compenser cette faiblesse en optimisant tout le reste, notamment en optimisant les micronutriments indispensables à la fonctionnalité de cette enzyme, et tout particulièrement le sélénium et le zinc, mais il y en a d'autres, mais ce sont quand même les principaux micronutriments indispensables à cette conversion. Donc là, je pars un peu à l'envers. Je vous ai dit ce qu'il fallait pour fabriquer la T3 à partir de la T4, mais je ne vous ai pas encore dit ce qu'il fallait pour fabriquer de la T4. Pour fabriquer cette hormone réserve, qui est donc une hormone non active, mais indispensable à avoir en quantité suffisante pour fabriquer suffisamment de T3. Alors, du coup, cette T4, alors, bon, entre parenthèses, elle n'est pas vraiment totalement inactive, elle a des actions un peu différentes, mais on ne va pas rentrer dans les détails.
La T4, elle est fabriquée à partir d'un acide aminé qu'on trouve dans les protéines qui s'appelle la tyrosine. Donc bien entendu, il faut avoir un équilibre nutritionnel adéquat avec suffisamment d'apport en protéines. Mais il faut aussi et surtout du fer, suffisamment de fer, et surtout de l'iode. Donc vous connaissez tous l'intérêt de l'iode pour le fonctionnement thyroïdien. En effet, un bon statut en iode est nécessaire pour avoir un taux de T4 optimal. Alors du coup, le dosage de l'iode peut se faire dans les urines, soit de 24 heures, à condition d'être bien rigoureux, de bien recueillir toutes les urines sur 24 heures, ce qui n'est pas toujours évident, ou alors un échantillon de première urine du matin, à condition de ne pas avoir été uriné la nuit, ça peut être tout à fait satisfaisant. Donc voilà, la iodurie, on s'attendra à avoir un statut vraiment optimal. C'est pas juste être dans la fourchette de normalité, il faut être autour de 150. C'est pareil pour tous les micronutriments, hein, juste une petite parenthèse. Être dans les normes du laboratoire ne suffit pas. Bien que pour l'iode, ils se sont un peu plus adaptés aux normes santé, mais pour la grande majorité, je parle bien de l'iode urinaire parce que l'iode sanguin n'a pas de fiabilité, mais pour effectivement les micronutriments en général, les analyses biologiques ne permettent pas juste de dire si c'est bon, il ne faut pas juste être dans la fourchette, il faut être vraiment proche de l'optimale santé. Donc voilà, j'aurais pu vous parler également des causes, des possibles hypothyroïdies centrales. Effectivement, je vous ai dit que parfois il y avait des personnes qui avaient une TSH basse, qui pourtant étaient en hypothyroïdie, avaient des hormones thyroïdiennes basses. Alors pourquoi? Comment se fait-il que quelqu'un ait une T4 et une T3 basse et quand même une TSH basse, alors que normalement l'organisme identifiant les baisses d'hormones thyroïdiennes, le cerveau devrait compenser en augmentant la TSH. Mais pourquoi est-ce que ça ne se fait pas toujours? Bien pour différentes raisons, mais en tout cas celle qu'il faut rechercher en priorité, c'est l'hypothyroïdie centrale, d'origine centrale. C'est-à-dire que le cerveau n'est plus en mesure de fabriquer suffisamment de TSH et de TRH, l'hormone de l'hypothalamus, nécessaire pour effectivement stimuler la thyroïde. Et donc ce cas est souvent rencontré dans des stress intenses, notamment avec des fatigues surrénaliennes intenses. Donc ça s'accompagne à ce moment-là d'une chute du cortisol. Et donc le cortisol chute va entraîner une augmentation d'une autre hormone au niveau de l'hypophyse, au niveau de l'axe hypothalamo-hypophysaire qui s'appelle la CRH. Et cette CRH va inhiber la TSH. Donc on aura des femmes avec des hormones thyroïdiennes T4 et T3 effondrées et une TSH effondrée également. Et donc là on va leur dire mais non, votre TSH va bien, votre thyroïde va bien parce que votre TSH va bien. Mais donc on comprend bien qu'effectivement il y a de très nombreuses raisons que je ne vais pas développer qui font que la TSH n'est pas du tout bien corrélée au statut en hormones thyroïdiennes. Donc faites attention. Observez la clinique en priorité. Les analyses hormonales sont très intéressantes, c'est un outil très précieux, mais c'est à prendre à regarder, à évaluer avec un regard, avec énormément de recul, toujours en intégrant vraiment dans la clinique. Et il faut vraiment analyser les analyses biologiques les unes par rapport aux autres, d'autant plus quand il s'agit d'hormonaux. Donc voilà, alors comme je vous dis, j'ai pas été exhaustive en un quart d'heure, c'est pas possible, mais voilà, j'espère quand même que ça a pu vous permettre d'apprendre certaines choses. Donc il n'y a pas qu'une hypothyroïdie, il y en a plusieurs. Vous voyez, on peut avoir une hypothyroïdie centrale, la commande ne passe pas. On peut avoir un défaut de synthèse de T4, l'hormone précurseur inactive, un défaut de conversion en T3. Et même, on peut avoir suffisamment de T3 et un défaut, on va dire, de fonctionnalisation de la T3. Il y a quelque chose qui fait que les hormones thyroïdiennes, même étant en quantité normale, ne fonctionnent pas. Donc tout ça, c'est à explorer par la clinique, par les analyses biologiques et à optimiser par la micronutrition. Donc on peut disposer de différents micronutriments, optimiser les micronutriments indispensables à la synthèse des hormones thyroïdiennes. Et également, il y a certaines plantes qui trouvent leur place. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter pour m'encourager à continuer à faire ces vidéos. Merci.